Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dont le thème est la transformation dans l'enseignement supérieur, mais cette fois-ci à la lueur d'exemples très concrets. Nous allons rentrer dans le détail et être beaucoup plus précis. On ne va pas partir dans des grandes idées sur l'accélération que connaissent les établissements. On va zoomer sur un thème extrêmement clair et simple. C'est la signature électronique qui incarne à elle seule le basculement dont les effets sont aussi bien économiques qu'organisationnels. Vous le verrez. Ainsi, la crise sanitaire, on le sait dans l'enseignement supérieur, les établissements ont dû s'adapter assez brutalement pour assurer surtout la continuité de l'activité à distance. Évidemment, il fallait faire tourner la boutique. Alors, outre les enseignements, le suivi des apprenants, les process ont été assez globalement revus pour le recrutement des étudiants, la contractualisation des intervenants, le suivi des stages ou encore effectuer différents actes réglementaires. Bref, la crise sanitaire nous a fait accélérer, vous le verrez, et je pense que nos intervenants le confirmeront. Et jusque-là marginale, dans l'enseignement supérieur, la signature électronique dont je vous parlais incarne à merveille ce que nous disons. Alors, comment les organisations déjà embarquées dans un processus de transformation ont-elles réagi ces derniers mois? Quelles approches ont été mises en œuvre ou doivent être mises en œuvre pour pérenniser les activités dans un monde hybride entre présentiel et distanciel? Et bien entendu, où en est l'usage de la signature électronique? Vous le verrez, ce n'est pas si anodin que ça et les conséquences sont très importantes. Ce webinaire est organisé par Campus Matin, vous le savez bien, en partenariat avec HelloSign Dropbox, spécialiste de la signature électronique, représenté aujourd'hui par Édouard Manche. Bonjour Édouard, vous êtes Sales Manager éducation, on va dire en français, France de HelloSign Dropbox. Bonjour Édouard. Bonjour Gilbert. Alors, à vos côtés, Jérôme Fabry du Ernst & Young, EY, on dit maintenant, pas EY, Parthenon. Alors, Parthenon, vous nous expliquez ce que c'est. En gros, vous êtes branché stratégie des acteurs publics. Des acteurs publics et des acteurs d'enseignement et d'éducation. Voilà. Rémi Klein, alors, bonjour Jérôme. Rémi Klein, directeur de la direction des systèmes d'information mutualisés, DSIM, Université Grenoble-Alpes. Alors, Rémi, vous, c'est une université majeure, importante, j'allais dire, très importante par le nombre, par l'effectif et par la diversité des structures. Bonjour Rémi. Bonjour, tout à fait. C'est une sacrée université puisqu'entre les écoles d'ingénieurs, les établissements associés, on a de quoi faire. C'est 60 000 étudiants, je crois, qu'on a, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et la direction que je dirige, qui est son nom, comme son nom le porte, mutualisé, on travaille également pour l'université de Savoie-Mont-Blanc. Oui, il fallait rajouter un petit peu plus. Vous n'en aviez pas assez, on en a ajouté une petite. Et alors, à l'autre bout du spectre, Sébastien Derrine, qui est président de l'école Hexagone. Alors, Sébastien, vous venez de l'enseignement supérieur, de la formation d'ingénierie et d'ingénieur, et vous avez lancé vos propres écoles d'ingénieurs. Et c'est intéressant parce que vous partez d'une feuille blanche et vous partez de zéro, contrairement à l'université qui est déjà très avancée. Vous avez une expertise sur comment partir d'une feuille blanche sur les systèmes de transformation. Bonjour Gilbert, oui tout à fait, c'est ça, on est vraiment parti d'une feuille blanche en pleine crise du Covid et donc il a fallu se réinventer par rapport à ce qu'on connaissait d'avant et donc ça a été un exercice somme toute très intéressant. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans l'enseignement supérieur, crise ou pas, on innove, on crée des entreprises, on crée des nouveaux diplômes, on crée des nouvelles formations et ça aussi, ça démontre l'énergie et l'innovation, le sens de l'innovation et la dynamique qui est engagée dans l'enseignement supérieur. On le sait, quand on voit les valorisations boursières aux États-Unis, les EdTech continuent de progresser, côté IT bien sûr, mais en tout cas, c'est intéressant. Édouard, je vous ai déjà présenté. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Elles vont s'afficher et je les transmettrai à l'INAPA. Déjà, je regarde. Non, il n'y a pas de questions et pour cause, on n'a encore rien dit. Donc, on va commencer tout de suite. Messieurs, je vais vous demander de nous dresser un panorama, si vous êtes d'accord, en guise de big picture, comme on dit, pour savoir de quoi on parle. Alors, Jérôme, évidemment, je me retourne vers vous parce que vous êtes non seulement sur l'éducation, mais vous avez une vision sans doute un peu plus transverse sur les stratégies des acteurs publics. Comment vous évaluez la situation sur le plan de la transformation des établissements? Écoutez, merci Gilbert de faire cet honneur d'ouvrir le bal de la discussion. Ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'on parle beaucoup, et c'est normal, de transformation numérique sur le plan de la pédagogie. On a eu toute une séquence ces dernières semaines, ces derniers mois dans le numérique éducatif avec les états généraux du numérique.
On a toute la séquence autour de ce qui se passe avec l'enseignement à distance et la transformation que doivent opérer l'ensemble des universités, écoles pour réussir l'enseignement à distance voilà, de manière contrainte et forcée. Et donc, on parle beaucoup de cette version-là de la transformation numérique. Et puis, il y en a une autre qui participe aussi de l'expérience de l'étudiant, de l'expérience au quotidien dans nos écoles et universités. C'est la transformation numérique des process back-office et de l'ensemble de la gestion d'un établissement. La transformation numérique au sens large. Et donc, j'ai envie justement de mettre en avant ce point-là, c'est que cette transformation-là, elle est tout autant nécessaire. Et on a aujourd'hui autour des process métiers, enfin des process support, et notamment de cette question, comment dire, de l'expérience de l'étudiant, une transformation qui s'accélère. Et les sujets autour de ce qu'on appelle la confiance numérique et comment on met en œuvre dans le cadre d'un établissement un environnement numérique de confiance qui va vous permettre d'effectuer toute une série de tâches, payer sa scolarité, obtenir son diplôme de manière dématérialisée, fait aussi partie de cette transformation numérique de l'enseignement supérieur. Et puis j'y reviendrai, je pense, un peu plus tard pour ne pas monopoliser la parole, mais d'un point de vue business et activité, l'activité autour de la confiance numérique, autour de la signature, si je zoome stricto sensu sur la signature électronique, est une activité en très forte croissance et les entreprises dont Edouard est l'un des représentants avec HelloSign Dropbox, qui sont sur ce marché, sont en forte croissance en France, mais aussi à l'étranger. Je parle d'une croissance à double chiffre, parce qu'on est au tout début de cette transformation, au tout début de cette accélération dans l'éducation, dans le secteur public et les administrations, et évidemment dans les entreprises elles-mêmes. On a pu voir pendant le confinement que signer un appartement chez un notaire, quand on n'a pas le droit d'aller chez son notaire, c'est un problème. Et donc, quand le notaire n'était pas équipé en matière de signature électronique, il était dans l'incapacité de faire son travail. Jérôme, alors d'ailleurs, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez le marché de la confiance numérique. C'est véritablement un marché qu'il faut prendre comme tel, sans a priori, hein, juste considérer que ça fait partie également, on en parlera du dispositif à surveiller. Rémi, évidemment, on va prendre l'exemple de quand on parle d'enseignement supérieur en France, on peut parler des grandes écoles évidemment, mais on parle évidemment d'universités qui représentent, si je compte à la louche, 70% des étudiants en France, du monde étudiant. Donc, l'expérience étudiante, c'est là qu'elle se joue, évidemment. Alors, sur un établissement majeur comme le vôtre, hein, une des plus importantes universités de France, quel est, selon vous, votre regard sur cette transformation et l'accélération ? Bon, alors ce que je voulais dire déjà, c'est qu'il y avait pas mal de choses en place concernant l'enseignement à distance, concernant tout le suivi du cursus universitaire des étudiants, des inscriptions d'année en année, etc. Tout cela était déjà en place d'une manière numérique. Ce qui s'est passé, par contre, pendant le confinement, c'est que pour tout ce qui est enseignement à distance, il y a une explosion, c'est-à-dire tous les étudiants se sont retrouvés en enseignement à distance, alors qu'avant c'était des cohortes pas trop, comment dirais-je, pas trop volumineuses, et on s'est retrouvés sur nos plateformes technologiques avec plusieurs milliers d'étudiants en même temps, et on a eu des grandes difficultés à gérer tout ce qui est charge de ces plateformes, c'est-à-dire au niveau infrastructure, au niveau conception même de l'architecture de l'application qu'il a fallu revoir pour supporter ces charges. Par contre, sur tout ce qui est, comment dirais-je, process administratif, où là, on n'est plus dans les étudiants, c'est les process administratifs de gestion, les marchés, signature des marchés, signature des commandes, les congés, enfin, toutes ces choses-là pour faire tourner l'administration. On était assez en retard au niveau des matérialisations et là c'est clair que pourtant on avait alerté à plusieurs occasions les différentes directions, notamment avec la signature des marchés où il y avait une date limite à respecter pour les notifications, et là ça a explosé à la figure de tout le monde parce que tout le monde s'est retrouvé chez soi. Et puis on rentrait dans des comment dirais-je, mécanismes de papier qu'on scannait pour imprimer, pour signer le papier, rescanner pour envoyer à la personne suivante. Donc, il a fallu revoir tout ça et ça a accéléré beaucoup à ce niveau-là.
Oui, vous me disiez, faut pas transformer pour au final ranger un papier signé dans un placard. C'est ce voilà. que vous me disiez. Voilà, exactement. Hein. Pour moi, il faut dématérialiser le process de la génération du document jusqu'à son envoi aux différentes personnes concernées et le stockage pour qu'on puisse, bien entendu, aller le consulter, que ça soit tout stocké au même endroit. Ouais. Je crois que c'est un élément clé, hein. C'est pas cosmétique, hein. C'est-à-dire que il faut prendre en compte l'ensemble du spectre. Alors Sébastien, c'est intéressant, hein. Vous avez vu, Et avec d'un Gilbert, établissement qui est très important. Vous êtes un établissement, on va dire, plus modeste, hein, en termes d'effectifs. Alors quel est votre regard? Pour autant, vous veniez d'un groupe structuré d'écoles nationales, voire internationales, si j'ai bonne mémoire. Et là, vous êtes parti aussi dans votre aventure d'entrepreneur de l'éducation. Quel est votre regard là-dessus? Je rejoins Rémi sur le cœur de métier qui est d'enseigner, de donner des cours. On avait déjà adopté des outils numériques pour effectivement des classes, des parties classes, des cohortes. Donc en soi, ça, c'est pas nouveau. La crise du Covid n'a rien changé. C'est simplement effectivement la massification, c'est-à-dire qu'on passe du jour au lendemain tous les étudiants, tous les professeurs, tous les intervenants. Mais on avait oublié la partie, je dirais, administrative, support, et qui est c'est pas forcément le cœur de métier, donc on n'y pense pas toujours. Et à chaque fois, on se dit, oh, on verra ça après, parce que le plus important, c'est de donner un cours et le papier, voilà, on a l'habitude de le faire. On a cet historique de le faire, et donc on le fait. En partant d'une feuille blanche, l'avantage, c'est qu'on se dit, OK, avant, c'était comme ça, on n'en veut plus, on n'a pas d'historique à transformer, et donc on part tout de suite sur la bonne pratique du moment, qui est de dire, on dématérialise. Parce que ça évite de perdre du temps, en fait. Parce qu'un document, effectivement, faut de la place pour le stocker. Alors, nous, on a un effectif qui est modeste, donc ça va. Et effectivement, pour une université avec 60 000 étudiants, vous vous doutez bien, 60 000 contrats d'inscription, 60 000 conventions de stage, on s'en sort plus. Et si en plus, après, c'est de se dire, je l'imprime pour le scanner, pour le mettre dans Dropbox, par exemple, ça ne sert à rien non plus. Donc, et c'est effectivement un regard sur le métier, sur le processus qu'il faut prendre de A à Z. Et c'est ce qu'on a fait, nous, à la création. Et on s'est dit, on ne veut surtout pas de papier, donc on oublie ça. Et on s'est rapproché d'une solution comme HelloSign pour partir tout de suite sur la signature électronique. Mais on en avait besoin parce que finalement, quand vous êtes dans l'enseignement, le premier document que vous signez, c'est en général le contrat d'études avec l'étudiant. Et ça, quand vous avez une question de distanciation physique ou de confinement, la seule solution, c'est le numérique. Et aujourd'hui, on a des solutions qui sont sécurisées, il y a des tiers de confiance, et donc c'est beaucoup plus pratique pour nous. Le fameux marché de la confiance numérique. Jérôme, je reprends votre expression parce qu'il veut tout dire. En même temps, il résume avec très peu de mots la problématique. Édouard, vous aussi, alors vous êtes un fournisseur du monde de l'enseignement supérieur, pas que, mais en tout cas sur cette partie-là. C'est intéressant d'avoir votre regard parce que vous êtes au contact, si je puis dire, quotidien, mais avec tous les établissements et toute la palette des statuts et des organisations. Oui, exactement. Merci Gilbert. Donc, pour faire un petit peu la ronde, je pense que si je fais vraiment la synthèse de ce qui a été décrit avant, on se rend compte qu'il y a deux vitesses. Il y a les établissements qui sont vraiment dans l'effort de digitalisation. Donc, c'est-à-dire que il se pose encore la question comment est-ce que je vais éviter cette transformation cosmétique, hein, pas seulement numériser mon process qui était physique jusque maintenant, parce que derrière il y a des systèmes. Hein, c'est pas juste une signature électronique, c'est vraiment on va analyser un process, hein, tout un workflow. On a parlé de plusieurs cas d'usage ici, notamment l'inscription. Comment est-ce qu'on va faire pour que le process soit… on a parlé d'expérience étudiant, mais ça peut aussi être l'expérience de l'intervenant, si on parle de fiche d'intervention, par exemple. Donc, c'est vraiment une nouvelle prise en compte de tous ces éléments. D'un côté, on va voir les établissements donc, qui sont vraiment au balbutiement. Donc, il leur faut une solution rapidement parce qu'aujourd'hui, ils sont cloisonnés. Enfin, c'est des process où les personnes sont cloisonnées chez elles avec des outils pas forcément adaptés, pas que sur la signature électronique. Et à l'autre bout du spectre, on a les écoles qui étaient peut-être déjà équipées, mais qui vont vouloir optimiser leur outil parce que justement, ça y est, ça s'accélère. Peut-être qu'il y a une volonté économique ou peut-être une volonté d'expérience utilisateur derrière. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois un effort organisationnel très fort. C'est pas juste rajouter une brique à son système, à son stack entre guillemets d'applications pour la gestion administrative. C'est intéressant d'ailleurs le débat actuellement qu'il y a sur le remboursement des frais de scolarité dans certaines écoles. Vous avez tous entendu parler, même si ça se tasse un peu parce que ça émerge aujourd'hui, mais ça date d'il y a un mois et finalement certaines pétitions sont en retrait. Mais au fond, ça illustre que on a beau expliquer que, comme le disait Édouard, c'est pas non plus
à coût zéro, hein. Ça coûte cher d'investir dans des nouveaux process, de réfléchir à sa nouvelle organisation. Et véritablement, c'est pas forcément une économie spectaculaire. C'est l'expérience aujourd'hui qu'on développe. Alors, j'avais deux thèmes, un thème sur l'accélération et les obstacles. Je vais faire un package si vous êtes d'accord, Jérôme. On est dans une phase d'accélération, je crois que vous l'avez dit, hein, tous, mais quels sont les obstacles? Pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'ils sont dans le jus, ils sont dans le métier, et c'est vrai comment on lève certains obstacles ou au moins on les identifie. Alors, je dirais que l'un des principaux obstacles, c'est d'avoir une vision, c'est peut-être mon tropisme de consultant, mais d'avoir une vision stratégique et d'ensemble de la problématique à adresser. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de ces sujets se tiennent. Rémi l'a très bien dit quand il parlait de toute la chaîne, de la signature, mais qu'après la signature, il y avait l'archivage avec des contraintes légales, hein, d'archivage à valeur probante ou selon les documents, on peut avoir des contraintes légales d'archivage. Donc, cette transposition du monde physique sur le monde numérique doit se penser de manière globale, parce que si on traite chacun des sujets en disant « j'ai besoin d'une solution de signature, j'ai besoin d'une solution d'archivage », on recrée ce qu'on appelle dans le langage des SI le spaghetti du système d'information, absolument indétricable. Or, ce n'est pas du tout comme ça que la transformation numérique moderne se fait, mais de manière beaucoup plus agile. Et donc, ça nécessite une vision d'ensemble de là où je veux aller pour articuler ces différentes briques. Donc, je dirais que le premier obstacle, mais qui est largement surmontable, hein, c'est de prendre le temps d'une réflexion sur l'ensemble de ces différentes briques pour savoir où on veut aller en matière de transformation numérique, pour adresser les besoins et les différents cas d'usage, notamment évoqués par Édouard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est effectivement le poids de l'héritage et de ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des transformations qui ont un impact fort sur l'infrastructure de l'établissement, l'infrastructure SI notamment de l'établissement, mais aussi sur les process. Donc, ça signifie que pour mettre en œuvre ces différentes solutions, il y a un effort en matière financière et humain à faire pour accompagner ces transformations-là. On le sait, dans un contexte d'accélération de tous ces changements, ça peut faire beaucoup en matière d'investissement. Sur un autre ordre d'idée, il y a un directeur de business school, directeur de Grenoble, une sorte de EM, qui a parlé de 50 millions d'euros pour ce qui concernait les business schools à investir dans les 5 prochaines années pour leur transformation numérique. Donc, on parle vraiment d'investissements très significatifs. Et donc, pouvoir articuler ces investissements et les mettre en œuvre, c'est effectivement un effort important de transformation. Donc, il faut mettre en ordre d'état de marche ces équipes. Donc, le premier point, cette notion de vision d'ensemble. Deuxième point, l'investissement financier et humain. Et puis, je terminerai avec un troisième et dernier point, c'est la profusion des solutions et des offres sur le marché. C'est-à-dire que c'est aussi, on est vite dans des solutions assez techniques avec du juridique, du SI, et donc il y a une vraie barrière à l'entrée, j'allais dire, pour faire les bons choix sur ces sujets-là, qui peut effrayer les plus en retard en matière de transformation numérique, parce que je reprends le point qui a été évoqué sur le fait qu'il y a ceux qui étaient déjà très avancés et qui, entre guillemets, accélèrent et sont en situation d'accélérer dans le contexte actuel, et puis ceux qui étaient, entre guillemets, en retard, qui sont face à un mur parce que tout d'un coup, la marche à franchir, elle est devenue beaucoup plus significative. Donc voilà, je vais peut-être en synthèse les trois principaux points que je souhaitais mettre en avant. Ah, j'ai déjà des questions. Bonjour, l'avez-vous mise en œuvre pour des documents contractuels gérant des financements publics? Ça veut dire quoi, vous savez? Ah, Sébastien a répondu. Oui, pour les OPCO. Sébastien répond. Qui répond, Rémi? Sébastien, vous avez répondu, allez-y. Je peux répondre sur les OPCO, je pense que c'est ça la question de Stéphanie. Oui, bien sûr, sur la génération des SERFA, c'est tout à fait possible. Il suffit de générer le modèle avec, par exemple, HelloSign. Il y a peut-être d'autres solutions, mais en tout cas, c'est ce qu'on utilise. Et ça fonctionne très bien. Les OPCO s'adaptent, surtout que maintenant, ils sont de moins en moins nombreux, donc c'est beaucoup plus simple. Ils s'harmonisent en termes de SI. Et les entreprises, elles, ça leur change pas grand-chose non plus. Donc, ça évite de se les envoyer, de les imprimer, de les scanner, de faire la police pour attendre que tout le monde fasse le nécessaire, etc. Donc, oui, c'est possible en tout cas. Et vous êtes fort, et Sébastien, vous répondez avant même que je pose la question. Rémi, pour rebondir sur ce que dit Jérôme, on voit bien une vision,
C'est pour ça que le mot mutualiser est sans doute important dans votre titre. Vision, finance et analyse des solutions et des offres. Oui. On est bien dans les circuits administratifs, là. Hein. C'est bien ça. parce que c'est deux sujets pour moi différents. Tout ce qui est dématérialisation des circuits administratifs, tout ce qui est dématérialisation liée aux étudiants du cursus universitaire, etc. C'est pas du tout les mêmes outils ni les mêmes approches. Donc, on revient sur les obstacles pour les circuits administratifs. C'était ça un peu le sens de votre question. Moi personnellement, les obstacles importants que je vois, le premier, c'est que historiquement, les circuits administratifs se sont mis en place au papier avec une réglementation très lourde dans les établissements universitaires, mais également dans les établissements publics. Et on est obligé de reprendre les processus, d'abord pour les simplifier, ça c'est une approche classique, mais moi j'irai plus loin, je dirais aussi pour supprimer les étapes non nécessaires qui sont mises en place. Il y a plein d'étapes de signature, de papier qui sont mises en place, qui sont plus du tout nécessaires. Et puis tenir compte également de la possibilité du numérique qui permet vraiment de faire beaucoup plus de choses que matériellement avec du papier. Ça c'est vraiment reprendre, les simplifier et tenir compte des possibilités numériques. Ça c'est très très difficile pour convaincre les gens que telle étape n'est plus nécessaire. Deuxième étape, deuxième obstacle, vraiment convaincre aussi les services administratifs à bien faire la différence entre ce qui nécessite une signature électronique avec un certificat, une signature à valeur probante, d'une signature qui en réalité n'est qu'une simple validation, qui donne son accord pour continuer. C'est deux choses pour moi complètement différentes et beaucoup de services font un peu un amalgame des deux parce que en papier, on signe à la main, que ça soit une validation ou que ça soit une signature finale, on signe à la main. En numérique, c'est pas pareil. La signature à valeur probante, il faut acheter un certificat, c'est un peu plus compliqué, il faut un outil spécialisé, alors qu'une simple validation, ça peut être un simple clic sur l'ordinateur en partant du principe que l'authentification de se connecter à son compte amène une valeur que c'est bien vous qui faites l'acte. Et ça, c'est pas toujours facile à convaincre les gens de bien faire la différence entre les deux. C'est une histoire de culture. C'est une histoire de culture et ils ont du mal. Moi, personnellement, je pense qu'il faut signer à valeur probante quand c'est des documents qui ont une valeur juridique qui vont vers l'extérieur, mais quand c'est de la validation purement interne à l'organisme, j'en vois pas l'intérêt. Par exemple, signer un congé, une demande de congé, quel intérêt de la signer avec un certificat? Pour moi, c'est interne, aucun intérêt. Donc là, il y a un deuxième obstacle. Le troisième obstacle, après, je trouve que par rapport aux managers, ils ont l'impression qu'ils vont gagner du temps en signant électroniquement, et ce qui est faux. Moi, je vais beaucoup plus vite dans le temps. Quand on m'amenait mon parapheur à signer, je tournais les pages du parapheur, je voyais le document, je jetais un coup d'œil vite fait, hop, je signais. Là, dans le parapheur électronique, il faut que j'ouvre le document qui est en PDF, ça prend un certain temps que je le vérifie, et après, il faut que j'appose la signature électronique, il faut que je mette mon certificat en clé USB, que je le valide, que je rentre le code, ça prend un peu de temps. Et donc, il faut convaincre les managers, oui, eux, ça va leur prendre un peu plus de temps. Par contre, si on a bien fait le process complet, qu'on l'a bien numérisé du début à la fin, sur l'ensemble du process, on va énormément gagner de temps. C'est là où est le gain de temps. Et donc, il faut faire un maximum pour que le manager n'ait pas l'impression de perdre son temps. Donc, moi, personnellement, je milite pour une interface unique pour le manager. Ça, c'est quelque chose pour lequel je milite, sur lequel il va trouver tous ces documents, qu'ils soient validés ou qu'ils soient signés. Alors qu'actuellement, ça arrive souvent, on reçoit un mail, vous avez des congés à valider, vous cliquez sur un lien qui est dans le mail et vous vous retrouvez dans l'outil de gestion des congés. Vous avez une commande à signer, un lien, vous vous retrouvez dans l'outil de gestion financière. C'est des interfaces à chaque fois différentes et le manager, c'est pas son job de maîtriser toutes ces interfaces et d'aller. Alors que si on lui amène les documents dans son parapheur, point d'entrée unique pour lui, avec une interface auquel il s'est habitué, ça va être beaucoup plus facile. Et là, on rentre dans d'autres obstacles. C'est que les outils métiers, les éditeurs logiciels des outils métiers, eux-mêmes proposent des solutions de workflow, de validation de signature dans leur propre outil et mettre des freins à ouvrir leurs outils pour qu'on puisse extraire, ce qui est intéressant pour l'amener dans un outil style parapheur électronique, etc. Et puis, Édouard, pardon, Rémi, allez-y, c'est passionnant. Je vais juste finaliser, dernier obstacle.
qu'on a rencontrés au niveau des secrétariats, qui avaient l'habitude de gérer tous ces documents papier, de faire des photocopies, de les mettre dans les différents parapheurs, de mettre dans des enveloppes d'envoyés, qui se retrouvent complètement coupés de ce circuit en quelque sorte. Et donc, il faut réfléchir à comment les réintégrer dans ce nouveau processus numérique, essayer de trouver qu'est-ce qu'elles peuvent amener comme valeur ajoutée pour aider le manager à signer, pour qu'il puisse aller plus vite, qu'il ne soit pas obligé de tout vérifier, c'est-à-dire qu'il y a une étape de vérification plus importante à faire pour la secrétaire qui est plus une assistante en amont. Voilà. À peu près. Édouard, je passe la parole juste à Sébastien, parce que quand on a préparé, il me disait, moi, j'ai pas de temps d'avoir une secrétaire qui porte le document dans une enveloppe au bureau d'à côté. C'est aussi, il y a très concrètement un process d'efficacité, d'économie qui est mis en place plus rapidement. C'est une question en fait de valeur ajoutée. Rémi l'a très bien décrit. Il n'y a aucun intérêt à se dire, tiens, j'ai un document, on va l'imprimer, je vais venir le faire signer, donc je vais attendre que Sébastien soit disponible ou que la personne qui doit signer soit disponible. Je vais le récupérer, je vais le mettre dans une enveloppe pour l'envoyer par la poste au destinataire qui doit, enfin à la seconde partie ou à l'autre partie. Donc quand il y a deux parties au final, ça va. Quand il y en a trois, faut savoir où est-ce que c'est passé. Il faut vérifier que la personne l'a bien reçu par la poste, a bien traité, a bien renvoyé. C'est un bazar, quoi. Alors qu'avec la signature électronique, l'avantage, c'est que vous restez à votre place, c'est instantané. Ça, c'est un vrai avantage. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec Rémi. Il faut aussi bien faire la différence que toutes les signatures ne doivent pas avoir un niveau. Ouais, tout à fait. Quand vous signez un contrat d'études, une convention de stage, ou une convention avec un OPCO, effectivement, il vous faut une vraie signature. Quand vous êtes sur du support avec la demande de congé ou juste un BAT sur quelque chose de très simple, on y va. Quand vous êtes en train de voir votre dernière brochure pour recevoir le BAT pour l'impression, vous n'allez pas vous dire je vais faire un truc sur la Losagne. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, mais faut être très réaliste. Il y aura toujours un peu de papier, mais en tout cas, il y en aura beaucoup moins. Ouais, sans compter que Rémi en parlait tout à l'heure, les engagements financiers, il faut évidemment que ce soit extrêmement bordé, puisque là, on est vraiment sur le marché de la confiance. Et là, Jérôme, pour boucler. Édouard, même question pour vous aussi, les obstacles que vous avez identifiés de votre fenêtre. Ouais, alors je pense qu'il y a un vrai, d'abord, un premier point, il y a un vrai travail multidisciplinaire à faire, que ce soit de cette acculturation digitale. En anglais, on appelle ça le digital accuracy, c'est-à-dire comment digital literacy. Alors, c'est difficile de traduire en français une espèce de, c'est une acculturation digitale. Donc, Jérôme, Rémi ou Sébastien l'ont bien décrit. À quel type de signature, le type de document ou le type de validation métier, ça c'est une chose. Mais c'est surtout, du coup, c'est très important que la DSI soit à l'écoute du métier. Parce que dans le temps, la DSI était très responsable des infrastructures. Pourquoi? Parce que tout le pôle applicatif, tous les systèmes très complexes étaient sur place. Et puis, l'administratif, finalement, était délaissé. Donc, il y a cette fameuse image du parapheur qui se balade dans les couloirs de l'université avec la secrétaire qui était vraiment attitrée à être responsable à ce que toutes les feuilles soient bien paraphées, signées, etc. Et donc, on passe de ce paradigme à un paradigme, OK, maintenant, il faut aller vite parce que tout le monde, chacun est chez soi. Alors, du coup, on arrive dans un moment où il va falloir travailler avec une équipe, avec des gens du métier, des gens de l'IT, à redesigner un process, on en a parlé, donc ça, c'est une première chose. C'est déjà un obstacle parce qu'il faut repenser tout ça et c'est pas top-down, vraiment pas. Parce qu'il y a plusieurs interfaces utilisateurs à gérer, ça c'est mon second point. Il va y avoir l'expérience utilisateur signataire, donc la personne qui va signer peut-être à l'externe de l'organisation, mais aussi la personne en interne. On a parlé de la multiplicité des outils et des interfaces, Rémi l'a mentionné. Comment est-ce qu'on va être sûr qu'un manager métier ou quelque utilisateur responsable des stages, etc., est à l'aise avec son outil? Et est-ce que l'intégration, parce qu'on va parler d'intégration, est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, d'avoir une fenêtre de plus pour la signature électronique, ou est-ce qu'on peut faire un développement spécifique pour que finalement il y ait un bouton dans l'interface habituelle, par exemple l'outil dans lequel est géré les stages, pour que ce soit complètement transparent et simple pour l'utilisateur. Et donc là, on en vient à ce qu'on appelle le nombre de clics. Parce que c'est très bien, une fois qu'on a tout digitalisé, mais si finalement on passe son temps à faire des clics, Rémi mentionnait, c'est intéressant d'ailleurs, vous faisiez référence donc, au niveau le plus élevé de signature électronique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est très régulé, il y a un organisme au niveau européen qui s'appelle EIDAS, qui catégorise 3 niveaux de signature, et donc il faut bien comprendre tout ça, et donc
Et la vraie question, c'est le nombre de clics, de voir mon document jusqu'à ce qu'il soit validé. Est-ce que le workflow est transparent? Et donc ça, c'est le troisième, on va dire, le troisième obstacle. On a parlé en premier lieu du travail multidisciplinaire. Et ce qui va être important, c'est que ce workflow soit transparent, soit accessible, que chaque utilisateur puisse avoir une vue qui est bien la sienne. Donc, Rémi, qui est DSI, il aurait une certaine vue. Un responsable métier en aurait une autre, un manager encore une autre. Donc, c'est encore beaucoup de paramétrage à faire pour que chacun ait vraiment une expérience qui fonctionne bien. Et évidemment, du côté utilisateur, eh bien, il faut que l'expérience de la signature, il faut que l'utilisateur ait confiance, il faut qu'il puisse identifier le moment où il va recevoir ce document à signer. Est-ce que ça vient bien de l'école Hexagone? Est-ce que ça vient bien de l'entité de Sébastien? Voilà, l'entité de l'univers pour laquelle je veux m'inscrire ou avec laquelle je veux faire un stage, etc. En tout cas, on voit bien que… Et les questions qui nous arrivent, d'ailleurs, portent sur ce sujet-là. On voit bien que ça incarne et ça illustre c'est un sujet très prégnant dans l'éducation, puisque, évidemment, je propose de passer à une illustration. Jérôme, cette notion de signature électronique ou de confiance, elle impacte toutes les activités en réalité. Et alors, on parle des OPCO, c'est les signatures avec les partenaires. On parle du contrat avec l'étudiant. On parle vraiment de toutes les activités, tout ce qui concerne la vie des établissements. Oui, tout à fait. On est vraiment sur une transformation qui va impacter beaucoup de cas d'usage. Enfin, on aime bien parler de cas d'usage. Je pense que je vois que Edouard opine du chef. Je pense que j'utilise le bon mot, mais on aime bien parler de cas d'usage dans ces sujets digitaux parce que on sait qu'on ne transpose pas tout à fait exactement la même expérience du physique au numérique. Il faut que le numérique puisse apporter aussi autre chose, être plus efficace, plus simple. J'ai bien aimé aussi, si je me permets, l'intervention de Rémi qui a insisté sur la simplicité. C'est vraiment ça que doit apporter aussi ces solutions, avant tout. Et donc, il y a une multiplication de cas d'usage et c'est ce qui fait le potentiel du marché. Peut-être pour donner quelques chiffres sur ce marché purement uniquement de la signature électronique, on est au niveau mondial sur un marché aux alentours de 2 milliards d'euros en dollars en 2020, mondial. Hein. Et on estime que d'ici 2025, on sera à près de 6 à 7 milliards sur ce marché. Donc, une croissance chaque année de 25% du marché de la signature électronique. Hein. Je ne parle pas de l'ensemble du marché de la confiance numérique. Donc, on est vraiment sur une accélération parce qu'on est au début de la multiplication de ces cas d'usage. Aujourd'hui, la part qui est de l'activité qui est numérisée reste encore une portion congrue si on regarde l'ensemble des clients potentiels pour les sociétés spécialisées dans la signature électronique. Donc, on est au début de cette transformation et elle va évoluer. Ce marché va effectivement pas passer exactement comme je le décris là sur les 5 prochaines années parce que la signature ne peut pas se vivre seule. Et donc, c'est pour ça que des acteurs économiques comme DocuSign, comme Dropbox, comme l'ensemble Adobe Sign, des acteurs internationaux et français comme YouSign du marché. Désolé, Edouard, pour citer quelques-uns des acteurs. C'est l'intérêt des auditeurs, des internautes, pardon. Voilà. Mais l'ensemble des acteurs économiques sont dans une course, selon moi, pour offrir la meilleure offre à leurs clients, qui du coup ne doit pas être peut pas être uniquement une offre de signature, mais une offre plus large. C'est pour ça qu'on parle d'archivage, c'est pour ça qu'on parle d'autres cas d'usage sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà quelques… Rémi, vous avez insisté sur la signature électronique, une interface unique, simple et conviviale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour revenir sur la notion d'expérience, il faut évidemment que cette expérience elle soit étudiante, mais c'est aussi sur les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier cet aspect-là organisationnel, voire humain, sinon ça ne fait pas. Ah non, mais tout à fait. Sinon, on rentre dans ce qu'on appelle l'appropriation des outils. Hein. Si, comment dirais-je, la personne et le manager ou les cadres intermédiaires sont obligés de jongler sur différents outils selon le type de document qu'ils ont à valider ou à signer, c'est vraiment très compliqué de leur faire, comment dirais-je, rentrer dans ce processus numérique. Donc pour moi, c'est vraiment très très important. Je sais que dans
dans une précédente vie, dans un département, là c'est pas université, c'est une collectivité territoriale, au-dessus même du parapheur électronique, on avait dû redévelopper toute une interface intranet parce que tout ne pouvait pas rentrer dans le parapheur électronique en termes de documents, et pour que le manager ait un seul point d'entrée pour voir tout ce qu'il avait en fin de journée, à midi, peu importe quand dans la journée, comment il s'organisait, tous les documents qu'il avait à valider ou à signer, rangés par catégorie, comme ça il pouvait bien entendu choisir les catégories qui lui paraissaient les plus urgences à traiter, et en cliquant, il se retrouvait soit dans le parapheur électronique, soit, hélas, dans un ou deux outils métiers, parce que c'était compliqué de tout extraire des outils métiers, avec, comme ça a été mentionné tout à l'heure, un bouton signé dans l'outil métier, tout à fait. Juste une question qui est un peu de l'ancien temps, si je puis dire, puisque ça a beaucoup évolué. En tout cas, mon expérience personnelle nous a fait passer vraiment dans le monde de l'enseignement supérieur à beaucoup de défiance vis-à-vis des outils, à une ouverture beaucoup plus grande. Est-ce qu'aujourd'hui, des outils agiles, des outils efficaces, simples d'utilisation, ils ont leur mot à dire? Alors, Edouard nous dira un mot, parce que quand il discute avec les DSI des universités, il nous dira si c'est compliqué. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Rémi, ça a évolué? Le dialogue fournisseur Enfin, disons que je trouve qu'il y a un peu trop, venant moi d'un monde différent de l'université, je trouve qu'il y a un peu trop des positions idéologiques où en dehors du libre, point de salut. Donc, regarder des produits d'éditeurs, des produits fournis par un certain nombre d'éditeurs différents ou prestataires différents, il y a par défaut, je ne sais pas pourquoi, mais par défaut, il y a tout de suite une crainte, on fait attention et on préfère avoir des produits libres, quitte à développer toute l'intégration dans le SI, ce qui n'est pas toujours évident, du moins que ça demande beaucoup de travail. Par exemple, nous, on est parti sur les produits de la Dulac, qui est une association qui développe des logiciels libres, et puis ils ont quand même, faut le reconnaître, toute une panoplie d'outils très intéressants pour tout ce qui est dématérialisation et signature. Alors, ces outils sont plus ou moins agiles. Ils évoluent au cours du temps quand même, hein, ça progresse, surtout quand il y a une association très importante comme la Dulac où il y a beaucoup d'organismes publics qui les utilisent. Donc, au cours des années, ces produits évoluent, deviennent de plus en plus conviviales, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que par défaut, on peut passer à côté d'autres types de solutions qui sont, à mon avis, peut-être plus robustes, plus conviviales, plus rapides. Ouais, Sébastien, vous, pas de problématique idéologique. Hein. Ah non, ça c'est l'avantage. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage du privé. Je pense que Rémi là parle vraiment d'une situation dans les universités publiques ou dans les établissements publics, alors que dans les établissements privés, qu'on utilise une solution estampillée Microsoft, Dropbox, ou que ce soit de l'open source, ça ne change pas. Nous, il faut que ça fonctionne. Point. Et derrière, on a notre service informatique, notre SI, qui est là pour mettre tout ça en musique et orchestrer et faire en sorte que cependant, on n'ait pas des outils qui soient contraires, si vous voulez. Donc, maintenant, avec la génération d'API dans tous les sens, on peut les relier très simplement. Il faut simplement que l'établissement, je pense, reste maître des données du cœur de métier et tout le reste, il faut le déporter. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, nous, d'avoir des serveurs comme on avait pu avoir. Moi, j'avais encore ça à Supinfo, c'était quoi? C'était il y a 10 ans, on avait nos data centers en propre, on avait nos serveurs. Aujourd'hui, on a tout basculé dans le cloud parce qu'on n'a aucun intérêt. Ouais. Vous avez le savoir-faire était à l'extérieur, en tout cas. C'est pas le savoir-faire, c'est que vous n'avez aucun intérêt en propre à refaire ce qui est très bien fait, ce qui peut être mutualisé à l'extérieur avec un cloud. Alors des clouds français, on a OVH, on a Scaleway, on a Outscale chez Dassault, mais il n'y a aucun intérêt à le refaire en propre chez nous, puisque du coup, on va être exposé à des risques de sécurité. Je rappelle comme qu'un RGPD, donc il faut quand même que les données soient bien sécurisées chez nous, et Dieu sait qu'on a des données personnelles. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Donc, si on peut le laisser faire à des acteurs privés, laissons-le faire à des acteurs privés, qui le font de toute façon mieux que nous. Oui, c'est leur métier. Hein. On rappelle, hein, quand vous avez ouvert l'établissement, vous étiez tout de suite dans la signature électronique. Vous avez dit, mais attendez, moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec, pardonnez-moi l'expression, hein, m'embêter avec un placard rempli de feuilles signées. J'ai passé les 10 années précédentes avec un établissement, on avait 6000 étudiants et tout était en papier. Et, pour donner un exemple très simple, c'est qu'à un moment, on a eu la visite de la DGSI qui se pointe et qui va absolument un document très précis sur un étudiant très précis pour vérifier une convention de stage. Ok, l'étudiant on le connaît, pas de souci.
où est la convention de stage? À Paris, il y a 1200 étudiants. Donc, un étudiant, ça génère 2 à 3 conventions de stage par an. Allez la retrouver sur 10 ans d'archives. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait nous quand on les reçoit? On met ça dans des classeurs, dans des cartons, on empile ça à la cave. Et basta. Ouais, bon, ok, quand on est passé pour des cons, hein, voilà, on peut se le dire. Et puis vous avez la DGSI qui attend, etc. etc. Aujourd'hui, avec le numérique, l'avantage, c'est que vous tapez le nom de l'étudiant, ça ressort tout de suite, le fichier PDF, voilà monsieur, merci, au revoir. La DGSI, c'est la police, hein, c'est ça, c'est la sécurité intérieure, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Donc quand ils sont là, ça craint chez vous. Hein. Non, mais quand ils sont là, vous avez intérêt à exécuter très très vite. C'est pas des drôles, quoi. Allez, Edouard. Non, ouais, c'est pas des drôles. Ouais. Oui, c'est pas des drôles. S'ils se déplacent, c'est qu'ils ont des questions. Edouard, on est sur la signature électronique. Hein. Quand on a préparé comment dirais-je, cette table ronde de cette webinaire, il y avait des points clés quand même hein, que vous avez bien identifiés. Oui, exactement. Donc, en fait, donc déjà, il y a un premier point qui est intéressant, c'est on est parti d'une culture très email vers aujourd'hui, déjà, on a la messagerie instantanée, c'est un peu mieux, mais l'état d'après, c'est vraiment la plateforme. Et donc ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on parle de déploiement et d'enjeu du déploiement de la signature électronique, on va voir les coûts visibles, hein, la poste, l'imprimante, le papier. Donc ça, on va dire qu'on est vraiment dans l'économie du passé. Et puis, on a tous les coûts cachés. Moi, je suis en train d'échanger avec une association qui a 10 000 apprenants par an. Et tous les ans, pendant 4 mois, ils prennent 2 intérimaires à temps plein pour faire les inscriptions, trier des classeurs, etc. Et donc, en fait, l'enjeu ici, Sébastien a mentionné 3 lettres qui, je pense, sont vraiment très importantes pour surtout adresser les besoins de l'éducation à l'échelle, comme on dit, c'est API. Donc, API, en fait, c'est un petit peu, alors je m'excuse pour la métaphore, mais c'est un petit peu, vous voyez, vous pouvez soit utiliser la mobilette telle qu'elle est, ou soit vous allez dire, en fait, moi, vous savez quoi, la mobilette, j'ai pas forcément besoin, alors je le souhaite, mais pas forcément besoin de frein sur la roue avant ou la roue arrière, ou peut-être que j'ai besoin de 3 roues, etc. Et donc, en fait, l'API, finalement, ça va vous permettre de décortiquer toutes les fonctionnalités d'une solution et de l'adapter à votre besoin. Et donc, en fait, aujourd'hui, les entreprises comme HelloSign, on parlait de signature électronique, mais plutôt d'une solution complète, eh bien, en fait, on met toute cette documentation de manière publique. Si vous cherchez dans Google HelloSign API, en fait, les développeurs, quand ils travaillent sur un projet, sur la faisabilité, ils vont aller pouvoir s'informer, se documenter et commencer, en fait, Rémi a mentionné le mot architecture. De manière technique, ils vont commencer à voir, OK, comment est-ce que je vais pouvoir rendre une bonne expérience utilisateur en maintenant la complexité et la technicité dans le back-office, entre guillemets, mais au moins je suis sûr que même finalement l'interface, je vais pouvoir le mettre par exemple aux couleurs de mon service, de mon école, de mon institution. Donc ça, je pense que c'est très important quand on est dans le déploiement. On parlait de confiance, d'appropriation de la technologie, et donc si on arrive à maintenir, on va dire, cette cohérence dans les plateformes, que ce soit des plateformes qui s'adressent à l'étudiant ou à du personnel interne, il faut qu'il y ait cette cohérence, cette continuité, d'où l'importance d'une customisation, mais pas à un prix et à un coût prohibitoire et complexe, comme disait Rémi. Parfois, maintenir les développements, ça devient très difficile. Donc, en fait, il y a une espèce de trade-off, hein. Il y a un équilibre entre on met à disposition, on ouvre le capot, en gros, on vous laisse choisir ce dont vous avez besoin. Cependant, nous, on va continuer à mettre à jour toute cette complexité pour que ça continue à bien fonctionner chez les clients. Et ça, je pense que ces partenariats-là sont très importants parce que, Rémi l'a dit, la technologie change tellement vite, il faut pouvoir avoir cette flexibilité de continuer à faire évoluer les solutions parce qu'aujourd'hui, hier surtout, c'était juste de la signature électronique. Aujourd'hui, on va chercher une information dans un système d'application A, on fait signer et ça remonte dans un système B, pas seulement le document scanné, mais même l'information qui est dedans, qui peut être lue, qui peut aller être mise à jour dans certains documents de manière automatique. Alors, je commence à rentrer un peu dans des jargons et dans une complexité grandissante, d'où l'importance d'avoir cette flexibilité dans le développement et cette intelligence quand on s'intéresse au process. Ok, il y a des questions. Pensez-vous que la signature Edouard, vous avez quelque chose à finir? Oui, non, je disais l'importance de l'intelligence de cette solution, c'est que demain,
Sébastien a appris la leçon avec la métaphore, enfin l'histoire de la DGSI. Mais si demain, quelqu'un revient et demande, OK, stagiaire ABC, eh bien, aujourd'hui, il n'y a même pas à chercher les clés de la cave. Avec un simple moteur de recherche, on va pouvoir retrouver toute l'information relative, que ce soit une information, on va dire, concentrée, synthétisée sur un outil, et ensuite, évidemment, avoir accès à toute la documentation signée relative à cet élève, par exemple. Ok, j'imagine que pour les diplômes aussi, avec la blockchain aussi, il y a pas mal d'évolutions qui ont été apportées, hein, puisqu'aujourd'hui, on peut certifier les diplômes avec ce dispositif. Une question qui vient de nous tomber, pensez-vous que la signature électronique questionne aussi, et de manière plus globale, sur la question de l'archivage électronique? Qui veut répondre, Rémi? Vous avez une idée? Parce qu'à l'université, on archive beaucoup. Jérôme? Ouais, alors pour l'instant, on n'est pas très bon en archivage électronique. C'est clair que quand on se lance dans la dématérialisation et la signature électronique, il nous faut ce qu'on appelle un SAE, système d'archivage électronique. Le SAE, il conserve la valeur probante au cours du temps, mais également, théoriquement, il doit respecter les règles d'archivage qui sont édictées par les conservateurs nationaux. Hein. C'est-à-dire que quand on doit conserver pendant un certain nombre d'années certains types de documents avec un tri à faire, etc. Donc, il y a ces deux aspects dans le SAE. Il y a différents outils qui le font, mais c'est assez complexe à mettre en œuvre. Hein. C'est assez complexe à mettre en œuvre. Et généralement, il faut des archivistes, hein, dont c'est le métier, qui doivent travailler avec les DSI pour qu'à la fin du process de signature du document, il soit archivé directement dans le SAE pour conserver sa valeur probante. Généralement, un SAE, ce n'est pas un outil qu'on ouvre en lecture à tous les utilisateurs. Donc, parce que c'est uniquement les archivistes et quand il y a des recherches spécifiques qui sont faites, qui vont rechercher ce qu'il faut. Donc il faut coupler ça, à mon avis, hein, moi c'est ce que je pense, avec une gestion électronique de documents, où on va mettre les documents qui peuvent être consultés, bon, par exemple un marché, il va falloir archiver la notification et les pièces marchés qui ont été signées électroniquement dans le SAE, mais d'un autre côté, les services qui ont besoin d'aller lire ce qu'il y a dans ce marché pour pouvoir s'appuyer dessus, ils vont aller lire ça, on va avoir les mêmes pièces, mais dans une GED, sauf que là, il n'y a pas la conservation de la valeur probante, mais en tout cas, il y a l'accès en lecture, pour les utilisateurs qui ont besoin. Donc, pour moi, je fais une grande différence entre GED et SAE. Jérôme, Sébastien, je vous vois, Jérôme? Oui, peut-être juste un commentaire, parce que, donc effectivement, pour répondre très précisément à la question, il y a un lien, et ça souligne ce que je disais en tout début d'intervention sur la nécessité d'avoir une approche globale de l'ensemble des process, et d'aborder la signature comme une étape d'un process plus global de gestion électronique du document. Donc là, je rejoins tout à fait ce que disait Rémi. Puis j'avais envie de soulever une autre question et un autre point, c'est cette dématérialisation de ces processus, elle ouvre aussi un champ en matière d'amélioration de la performance et de meilleure connaissance de son organisation qui est absolument formidable, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je mets mon archive sur le stage de mon étudiant, à la cave, etc. Là, on a tout en électronique, mais du coup, on a tout en électronique, on a des informations qui sont des datas qui sont générées à travers la dématérialisation du document, et ces datas, c'est là où on peut commencer à faire de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on peut commencer à mieux connaître l'ensemble de son activité, hein. Et donc là, ça concerne vraiment beaucoup de champs possibles, mais pour mieux gérer, mieux piloter son établissement, mieux connaître ses étudiants et dans quel type d'entreprise ils vont en stage. Parce que quand vous avez quand vous signez des départs en stage en papier, vous n'êtes pas capable de vraiment traiter l'information. Quand vous l'avez en version électronique et que vous êtes capable d'isoler toutes les informations que vous avez demandées dans l'attestation de stage, l'entreprise, son chiffre d'affaires, est-ce que c'est une grande, une petite, une moyenne, etc. Vous créez là une masse de data qui est exploitable pour mieux piloter son établissement. Donc ça, je trouve que c'est une question intéressante, et c'est un gain qu'il faut mettre au crédit de la dématérialisation et de la numérisation de nos opérations. Est-ce que vous êtes, Sébastien, une Smart School? C'est ça. Le parallèle avec Smart Cities. Non, c'est ça. Ouais, alors Smart School, je ne sais pas trop. Je mesurais quand même les propos de Jérôme. C'est-à-dire que les data, on les avait déjà. Alors effectivement, elles sont beaucoup plus facilement exploitables aujourd'hui. Mais vous vous doutez bien que quand on éditait une convention de stage, on ne s'amusait pas à prendre un Word et à faire un petit postage. On avait déjà un outil
qui étaient développés maison la plupart du temps, donc quasiment toutes les écoles, et on remplissait, et tout ça c'était stocké dans une base de données. Mais effectivement, comme tout était un petit peu isolé, parce que chaque processus avait son propre système et son propre générateur et sa propre techno, parce que c'était développé en interne, donc il y avait aussi des coûts là-dessus. Et quand les développeurs partaient, chacun remettait à sa sauce, souvent un bazar. Mais on avait déjà les data, c'est-à-dire qu'on faisait déjà, entre guillemets, de la BI. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et on n'a plus l'excuse de se dire, c'est compliqué, il faut que j'aille demander à l'ASI de me sortir le rapport, la génération de l'Excel, parce que maintenant, n'importe qui a accès, qui a les droits et qu'on sait bien paramétrer, peut le faire tout seul et être autonome. J'ai en tête un cas concret, excuse-moi Gilbert, j'ai en tête un cas concret d'un directeur d'établissement qui me disait demain, je dois rencontrer le dirigeant d'un groupe du CAC 40 pour parler partenariat avec lui, pour parler de gros sujets. Quand je dois demander, mais qu'est-ce qu'on fait déjà avec cette entreprise sous plein de formes différentes dans l'établissement, c'est-à-dire share, apprentissage, stage, en fait, je dois, m'adresser à beaucoup de personnes différentes. Personne n'a la vision d'ensemble. Et en termes de CRM, parce que là, c'est beaucoup la question du CRM, le CRM, je ne l'ai pas vraiment en presse-bouton. Et pourtant, je parle d'un établissement plutôt avancé avec certains moyens, etc. Donc, je pense qu'il y a encore une marge de progression. Mais c'est vrai, Sébastien, la data était déjà là. C'est juste qu'elle était moins facilement exploitable. Je te rejoins complètement. Allez, on va challenger avec des anglicismes comme Edouard. Est-ce que vous êtes data-centrique, Rémi, à Grenoble? Data-centrique, vous pouvez m'en donner la signification? Je ne sais pas, j'ai inventé ça. Non, ça veut dire, je discutais avec des gens d'EDF qui m'expliquaient comment ils avaient développé leur service data de manière très significative pour évidemment collecter la data, évidemment sur la consommation, mais aussi évidemment sur les approches les habitudes et tout ça. Alors, est-ce que la data, c'est une tradition au sein de l'université? Alors, vous êtes un exemple, puisque vous êtes une très grande université. Est-ce que c'est quelque chose qui est culturellement accepté, développé, poussé? Non, pas trop pour l'instant. Honnêtement, pas trop pour l'instant. Déjà, comment dirais-je, tout ce qui est données personnelles, il n'est pas question de s'amuser à conserver ça et de faire des traitements autres que ceux qui ont été déclarés, etc. Après, il y a d'autres types de données, mais non, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout. C'est un chantier. Hein. Non, mais c'est un gros chantier, exactement. Je peux faire un petit complément parce que je lisais les questions et là, je voyais un échange sur la sécurité dans le cloud, où quelqu'un disait, à juste titre, se posait la question de la sécurité, les problèmes de sécurité, des questions de sécurité à se poser autour du cloud. Moi, je pense sincèrement que dans le cloud, c'est beaucoup plus sécurisé que quand on emploie le mot sécurisé, hein, beaucoup plus sécurisé que nos data centers. Moi, je suis prêt à vous le parier. Par contre, se pose plus la question de la confidentialité des données qu'on va stocker dans le cloud. Pour moi, je fais une différence entre sécurité et confidentialité. Donc, les data centers dans le cloud sont beaucoup plus sécurisés que les autres. Ça, il y a plein d'études qui le démontrent. Ils sont protégés pour les intrusions physiques, sont protégés également pour les attaques par les réseaux. Par contre, oui, il y a des vraies questions de confidentialité et est-ce qu'on peut faire une confiance à 100% auprès les sociétés qui offrent ces services parce qu'ils ont bien entendu la capacité, voire les droits d'aller voir les données. Alors après, non, la NSA ne fait pas ça, Rémi. Non. On a eu quand même par le passé un certain nombre d'exemples qui montraient que si. Après, oui, on peut rentrer après dans des approches de chiffrage des données quand on les stocke dans le cloud et tout, mais là, on se rajoute une couche supplémentaire lourde, hein, quand même, de temps de chiffrage, déchiffrage quand on veut lire, et puis d'outils complémentaires. Bon, c'est toute une question à se poser. Moi, c'est plus sur la confidentialité que je me poserai la question que sur la sécurité. Voilà. Sur le cloud, je rappelle qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau européen sur ces sujets de cloud et de souveraineté étatique et européenne sur ces sujets de cloud, avec un projet qui a eu une actualité très récente, qui est le projet Gaia au niveau européen, porté par la Commission européenne, par les pays États membres. Et je pense que c'est un sujet à surveiller parce que ça va aller dans ce sens aussi de lever les barrières autour de la confiance. Si on a plus de standards propres à l'Union européenne, on sait qu'on a notre RGPD, il faut qu'on invente d'autres types de standards comme ça qui sont notre façon de voir
ces sujets de confiance et de protection de la donnée personnelle. Protection aussi des droits, évidemment, et ça va au-delà, puisque on va pas parler de l'article 13 sur les droits d'auteur, parce que ça serait sortir du cadre. Pardonnez-moi, c'est un sujet auquel je tiens également. Édouard, moi j'aimerais, pour conclure, parce que ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, si vous avez vu, le temps est passé à une vitesse, et tout simplement parce que vous étiez excellent, parce que quand ça se passe bien, on ne voit pas le temps passer. Une question, évidemment, Édouard, vous avez sans doute une vision, parce que j'imagine, quand on passe de la signature électronique et qu'on se déleste du paquet de feuilles, du process organisationnel, des personnes parfois qui sont en train de gérer tout ce papier, cet archivage des mètres carrés, au fond, il y a aussi une dimension économique qui n'est pas anodine quand on passe totalement avec ce dispositif. Oui, exactement. Donc, la dimension économique, on la voit. Alors, on a parlé de choses physiques, du hardware sur lequel on va voir l'impact. Donc, une fois de plus, si on fait la différence entre les institutions qui sont encore au balbutiement de leur réflexion, ils vont voir un ROI très rapide, parce que tout ce qui était physique, on le bouge en digital. Et donc ça, c'est assez probant, que ce soit sur les inscriptions. On a parlé de avec les étudiants, sur tout ce qui est contrat d'apprentissage ou de stage, mais aussi la contractualisation des enseignants, le ROI, en fait. Parfois, on a même l'impression qu'on est presque ce qu'on appelle un quick win, c'est-à-dire une implémentation rapide, comparé à des systèmes beaucoup plus structurants, comme des CRM ou des ERP, qui demandent vraiment, parfois même, je ne sais pas si EY est consultant sur des missions vraiment longues de transformation. En fait, l'avantage avec la brique signature électronique, et on parlait donc des fameuses API, c'est que en fait, le ROI va être que vous avez votre structure d'application et votre système structurant d'information. Et en fait, la signature électronique va venir se brancher presque, on va dire. Par exemple, je vois Sébastien qui utilise HubSpot. On a une intégration qui fait que depuis une interface HubSpot, il va pouvoir gérer toute la contractualisation avec HelloSign. Donc là, son ROI, il est direct. Parce que finalement, s'il n'avait pas cette brique-là, cette intégration native, eh bien là, on serait dans le fameux papier, impression, scan, etc. Donc ça, on va dire que le ROI est très rapide. Et ensuite, pour des organisations un petit peu plus complexes, eh bien, grâce à ces API, on va pouvoir venir presque en tâche de fond, en fait, venir alimenter l'information. Donc là, une fois de plus, le ROI est assez rapide. Parce que dans l'éducation, on voit qu'il y a des forts volumes. Moi, en général, alors je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça, mais je vois qu'il y a 5 fois, si une école a 1000 élèves, 1000 apprenants, en général, il y a 5 fois ce volume en termes de documents qui ont besoin d'être signés. Bon, je ne sais pas, Rémi, si vous, pour 60 000 étudiants, si on fait il y a un impressionnant. Et donc là, non, mais j'avoue que je n'ai pas de chiffres, de ratios de ce style, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Dans tout un cursus universitaire, quand on voit tout ce qu'il faut signer, tout à fait. Et donc, le point de bureau, là, devient très important parce que, OK, ça y est, on a un ROI, on a un projet, on commence à avoir une vision, des ambitions, des compréhensions métiers, mais il faut bien se rappeler de qu'est-ce qu'on veut faire au début et où va aller l'information, comment elle va être valorisée. Et là-dessus, nous, on travaille avec des partenaires aujourd'hui, en fait, qui viennent utiliser, par exemple, notre outil de signature électronique et vont venir faire de l'intelligence artificielle pour repérer du dialogue, de l'écriture, la transformer en texte et aller faire de l'intelligence sur ce que nous disait Jérôme. Donc, si demain, il y a une grande école dont le dean, dont le recteur va rencontrer un patron du CAC 40, eh bien, très vite, ils peuvent avoir cette information, que ce soit par un système CRM ou juste déjà un système intelligent qui peut aider à synthétiser et à faire un peu de data crunching avec toute cette information qui est dans la contractualisation. J'espère que tout le monde a noté les termes utilisés par Édouard. C'est passionnant, le data crunchy. Édouard, vous êtes fabuleux d'un point de vue wording, si je puis dire. Jérôme, est-ce que vous savez, vous, parce que vous avez une photographie de très haut, puisque vous êtes sur la stratégie, quand votre donneur d'ordre vous demande de dématérialiser, est-ce que l'économie, vous la voyez, vous la sentez, vous la présentez, vous la connaissez? Oui, l'économie, in fine, des projets de transformation digitale. Prenons l'exemple de la signature. Parce que, oui, bien sûr. Sur l'exemple de la signature, sur l'exemple de la signature, il y a, je regarde, on a vraiment, par rapport au coût, au gain de temps,
on estime qu'une signature physique coûte, alors évidemment dans ce coût c'est du temps passé, etc., 1,2 €, alors qu'une signature électronique coûte 30 centimes. C'est des données de marché que je vous fournis, sur lesquelles on a travaillé, nous, dans le cadre d'une mission. Donc, vous voyez que le ROI, il est assez… Pour la même valeur, hein, la signature, c'est la même, on est d'accord. Hein. Pour la même signature, la même valeur. Évidemment, ça ne prend pas en compte, le one-off de l'investissement, de la transformation numérique. On est vraiment en récurrent une fois qu'effectivement on a mis en place. Donc, comme toute transformation, il y a un investissement au départ de la transformation, mettre en place même si là, on parle quand même de technologies qui sont très matures. C'est un point aussi important, hein. C'est que quand on parle de transformation numérique, on parle aussi parfois de technologies où on ne sait pas bien où on va aller. Là, la signature électronique, aujourd'hui, c'est une technologie complètement mature, avec des produits comme ceux d'HelloSign, je me rattrape, Edouard, qui sont très solides. Donc, on peut mettre en œuvre vraiment ces actions-là avec sécurité. Et avec un niveau d'investissement limité. Et à terme, effectivement, les gains sont bien là, je confirme. Et Sébastien, vous ne pouvez pas savoir, vous, puisque de toute façon, vous avez commencé, mais vous saviez en commençant ce que vous ne vouliez pas dépenser. Ah bah oui. Bah, je savais de mes expériences passées, donc je savais là où on avait des coûts qui étaient, je dirais, alors inutiles, je ne sais pas, mais en tout cas qui étaient peu qualitatifs. Et là où on pouvait libérer du temps pour les collaborateurs, pour des missions avec une vraie valeur ajoutée, avec de l'humain, et remettre de l'humain. Encore une fois, notre secteur d'activité, c'est pas de faire des signatures, hein, c'est de faire de l'enseignement et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc si on peut gagner du temps et réinvestir des économies pour la pédagogie, pour l'académique, je pense que c'est gagnant pour à la fois les clients, les étudiants, et à la fois pour les écoles. Ouais. Enfin, les universités aussi, évidemment. Oui, on a l'impression, Edouard, que finalement, ce process de signature électronique, à la différence d'un déploiement pour les cours, pour les process de finance ou les process RH, par exemple, la dimension signature est assez facile à plugger sur les systèmes. Est-ce que je me trompe ou je… Oui, exactement. Bah, en fait, c'est parce que c'est assez simple. L'information, elle vient d'un système afin de remplir, d'enrichir un contrat. Et une fois que c'est signé, eh bien, il faut envoyer cette information soit au même système ou soit à un autre. Donc, si on prend par exemple les stages, il va y avoir tout un système des relations entreprises, desquels va venir l'information. Les modèles vont se remplir automatiquement. Et une fois que ce sera signé par toutes les parties, eh bien, l'information remontera dans cette base de données qui deviendra plus intelligente. Donc oui, c'est définitivement plus simple. Allez, on va faire un dernier petit tour de table. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. On a dit plein de choses passionnantes. Sébastien, juste une question. Alors, votre établissement est amené à grossir. Hein, oui. C'est ce qu'on vous souhaite. Hein, alors, est-ce qu'on peut révéler des développements internationaux ou pas encore? C'est prématuré. Non, on peut. Nous, on n'a pas vocation à se déployer outre mesure sur la France. On est présent à Versailles et à Clermont-Ferrand. On considère que le marché est suffisamment mature en France, donc on ne va pas aller s'amuser à aller dans d'autres villes. Cependant, on a un développement à l'international qui est déjà en cours en Arabie Saoudite, à Riyad, au Proche-Orient et en Amérique latine. D'accord. Donc là aussi, l'international, il s'affranchit des frontières. Le digital s'affranchit des frontières, pardon, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de frontières dans le numérique. Hein. Les Facebook, etc., ne connaissent pas de frontières et ne s'arrêtent pas entre les États-Unis et le Canada, entre la France et l'Allemagne. Après, c'est des politiques, des gouvernements qui peuvent mettre des vétos comme en Russie ou en Chine. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de frontières. Donc évidemment que lorsqu'on va se déployer à l'international, on embarque comme on embarque notre académique, finalement, hein, on embarque notre programme, on embarque évidemment tous les outils. Et donc, on déploie HelloSign et c'est des solutions qui sont multilingues. Donc, on n'a aucun souci pour nous. C'est même très simple. Ça facilite. Rémi, une question aussi pour vous. Quand vous voyez l'ampleur de la tâche, alors vous êtes, le mot mutualisé, je le reprends à votre titre, hein, ça veut dire qu'ils sont tellement hétérogènes et en même temps tellement communs. Est-ce que ça peut aller vite dans cette dématérialisation, alors à commencer par la signature, ou finalement ça peut aussi être long? Le déploiement, vous voulez parler, hein, non, c'est très long. Alors vous avez dit mutualiser parce que la direction que je manage, je travaille pour plusieurs établissements, comme je l'ai dit en introduction, hein, les écoles d'ingénieurs qu'on dit l'INP, oui. Sciences Po, voilà, Sciences Po Grenoble, l'UGA, hein, toutes les autres universités, puis l'université de Savoie-Mont-Blanc, et c'est clair que
d'un établissement à l'autre, les priorités ne sont pas les mêmes. D'un établissement à l'autre, les processus ne sont absolument pas les mêmes. Les habitudes qui ont été prises au cours du temps ne sont pas les mêmes. Les attendus ne sont pas les mêmes. Donc, c'est assez compliqué. On avance à petits pas, un petit pas à gauche, un petit pas à droite. On essaye, au passage, de rendre un peu plus les choses cohérentes entre elles, un peu plus homogènes, parce que au-dessus de ça a été créée l'université intégrée de Grenoble-Alpes, et donc on essaye d'en profiter pour harmoniser tout ça. Mais honnêtement, c'est lent. C'est lent, c'est lent. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce que justement, on part encore avec des produits libres qu'il faut complètement intégrer. Donc, il y a un travail d'intégration, de développement informatique important, d'architecture, en plus de la reprise des processus, de la numérisation des processus, etc., et de l'appropriation par les utilisateurs. On a quand même ces deux aspects. Alors que si on pouvait utiliser des outils déjà intégrés dans le cloud, on irait peut-être plus vite. Mais bon. Jérôme, merci Rémi. Jérôme, EY, c'est mondial, hein, oui. Évidemment, hein, grande entreprise mondiale. On a le temps de prendre du temps pour cette digitalisation en France. Je veux dire, sur les. J'ai pas compris la question. On a le temps, justement, on a ce temps où finalement, à la mesure du digital qui est en nanosecondes, il faut aller vite. Ah non, je pense qu'on a. D'accord, pardon, j'avais pas compris. Non, je pense qu'il y a urgence. Enfin, on pourrait élargir et rouvrir sur la compétitivité de nos établissements. L'éducation et l'enseignement supérieur en particulier est un marché ou en tout cas une activité qui s'internationalise. Moi, je suis convaincu que combien même, si on met de côté la parenthèse, j'espère, de la crise sanitaire, la mobilité des étudiants, c'est quelque chose qui va se poursuivre. On est sur une compétition internationale entre les établissements. Les étudiants seront de plus en plus mobiles vers l'étranger et les étrangers vers la France. Et donc, l'offre, la proposition de valeur, désolé de faire très consultant avec ces termes-là, mais de nos établissements, elle est clé si on veut être un acteur important à l'échelle mondiale. On a beaucoup d'atouts. On a des universités, des grandes écoles qui sont déjà très visible au niveau international. Je suis convaincu que cette partie peut-être plus, back-office et moins clinquante que faire des cours en ligne est absolument clé pour faire partie de cette compétitivité. Bon, Sébastien parlait de son développement international. Ça facilite forcément le développement international d'être une école digitalisée dans ses processus. Beaucoup de nos établissements ont des campus à l'étranger, etc. Donc, oui, je suis convaincu que cette compétition va s'accroître et donc on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de contraintes. Et d'ailleurs, je signale que pour les universités, même si ça ne concerne pas tout à fait les mêmes types d'investissements, mais on a quand même un effort dans le cadre de la loi recherche qui va être fait de financement des établissements, notamment sur des sujets d'immobilier, etc. L'immobilier et le numérique sont très liés puisque tout ça est sujet d'infrastructure, sujet de comment on organise l'établissement. Donc, je pense qu'il y a aussi une opportunité pour nos universités d'accélérer leurs investissements numériques dans le cadre du plan de relance actuel. De soi, Rémi, j'ai l'impression que c'est un objectif quand même. Hein. On a bien compris au sein d'une grande université comme la vôtre. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On compte sur vous, hein, on compte sur Sébastien, sur Rémi, sur Jérôme hein, pour aider tout le monde. Édouard, on peut remercier tout le monde et dire qu'on a abordé un sujet clé hein, et qui n'est pas fini. Hein, je pense qu'on peut en reparler, hein, évidemment. Un dernier mot peut-être sur tout ce qui a été dit. Ah, Sophie Nguyen, je crois que c'est Sophie de Sciences Po qui dit merci pour ce webinaire et ce retour d'expérience. Merci Sophie. Édouard, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que au plus vous arrivez à digitaliser ce qui était jusque maintenant posé sur le bureau, au plus je pense que les salariés aussi auront plaisir à travailler et à faire des tâches qui apportent vraiment de la valeur. Moi, je parle de ma propre expérience. J'ai travaillé pour Bosch, c'est une entreprise qui a 380 000 employés. Et le par-rapport, je l'ai vu tourner. Hein, je l'ai vu tourner dans les mains du DG. Et je suis passé chez Dropbox et HelloSign, où on est 2800 dans le monde. On fait 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc, si vous faites le ratio productivité par employé, c'est fabuleux. Et tout ça, en fait, on va dire, alors, je vais en refaire un anglicisme. Hein. C'est walk the talk, talk the walk, c'est-à-dire, eh bien voilà, on vit par cette volonté de dématérialiser pour que, eh bien,
mon travail, hein, aujourd'hui, je m'occupe du développement et moi, je m'occupe que du développement d'HelloSign dans l'éducation en France et pas chercher mon par rapport ou chercher des documents dans le passé, ou si j'ai besoin de les chercher, en tout cas, en moins de 5 secondes, je les ai au bout de mon clic. Voilà. Une école d'ingénieurs qui nous dit merci pour la qualité des échanges. Ben voilà, hein, franchement, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Sébastien, Jérôme, Rémi, Edouard. Je crois qu'on a dit plein de choses intéressantes. J'ai envie de dire, on va recommencer dès que c'est possible parce qu'on n'a pas fini d'aborder le sujet. Et pendant qu'on se parlait, j'ai reçu un contrat signé totalement en signature électronique, un contrat d'un prestataire qui travaille avec moi sur une étude et qui m'a proposé, une start-up qui m'a proposé du coup de signer électroniquement le contrat. Et ben, j'en suis ravi en tant que… Est-ce que c'est grâce à nous? Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est là maintenant. Et ça n'arrivait pas il y a encore 2-3 ans. Et moi, ça me fait gagner du temps. Ça m'évite de recevoir le contrat de ce prestataire, etc., de lui retourner par la poste, etc. Donc, ça apporte un vrai bénéfice et ça permet de se focaliser sur sa vraie valeur ajoutée qui, en ce qui me concerne, n'est pas de signer des contrats de prestataires. Voilà. Merci. Allez, Edouard, on va finir avec un petit anglais. C'est du win-win, comme on dit. Merci beaucoup. À très bientôt. C'était passionnant. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.